Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 69e numéro du podcast. On va revenir sur le match hier de Ligue des Champions, le deuxième match de la poule du Paris Saint-Germain dans le groupe H. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain face aux Turcs de l'Istanbul Başakşehir. On va y revenir durant tout le long de ce podcast, vu l'actualité un peu morose. On va essayer de se changer les idées en parlant foot et une victoire, ça fait du bien quand même à la tête. Pour m'accompagner aujourd'hui dans ce 69e numéro, Mousse qui est avec moi. Salut Mousse. Salut à tous. Et pour m'accompagner également, il était déjà là lors du précédent podcast, comme d'habitude, Yacine Amned. Ça va, Yass? Salut à tous. Ouais, ça va, ça va. Oui, mais je sais, je dis ça va, mais c'est un langage de politesse. Mais ouais, c'est l'habitude. Ouais, c'est pas la joie en ce moment. Et enfin, il fait le plaisir de revenir avec nous, Jean-Baptiste Guégan. Ça va, JB? Un ami du podcast? Ça va très bien. Salut tout le monde. Bon, toi, le professeur, c'est compliqué en ce moment avec les écoles. Bon, malheureusement, elles vont rester ouvertes, certaines. Les facs vont fermer, les universités, mais pas les lycées ni les collèges. Voilà, ce qui fait que c'est la fête, j'ai envie de te dire, ça pourrait pas être mieux. Donc je vais être en présentiel, en distanciel. Le monde va bien, tout va très bien, les gars. Faut se persuader là, on y va, on y croit. Ouais. La dernière fois, on a fini en finale de Ligue des Champions. Cette fois, on la gagne. Ouais, avec Marquinhos en numéro 6, ouais. C'est ce que j'allais dire. Bon, en tout cas, justement, on va revenir sur un match que Marquinhos a aussi disputé en tant que numéro 6. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0. Ils ont joué en ouverture de la journée hier à 18h55. Victoire 2-0 face aux Turcs d'Istanbul Başakşehir. Le PSG, deuxième de sa poule H, avec le Manchester United, premier qui est à 6 points. Eux qui ont gagné 5-0 face à Leipzig. Donc voilà, le PSG qui a déjà un peu de retard sur sa poule, mais qui a remis les choses au clair hier. On va rentrer dans le débrief du match. Une composition du Paris Saint-Germain en 4-4-2. On se posait la question lors du précédent podcast, Mousse et Yacine. Un 4-4-2 avec Navas au goal qui a été encore bien utile hier soir. Florenzi, Danilo Pereira une nouvelle fois en défense centrale pour la deuxième fois d'affilée avec Kimpembe et Kurzawa. Herrera, Marquinhos au milieu de terrain. Neymar, Di Maria sur les côtés. Et une attaque à deux avec Mbappé et Keane. Yacine, la première mi-temps a été plutôt compliquée. Les Turcs ont eu beaucoup d'agressivité. Ils ont posé des problèmes aux Parisiens. Il a fallu compter sur un très bon Navas pour que le PSG ne concède pas l'ouverture du score. Mais le PSG a su faire la différence en deuxième période notamment par Moise Kean, dont on parlera tout à l'heure, qui a été l'homme du match avec son doublé. Ouais, c'était compliqué. Alors déjà, il y a la blessure de Neymar qui arrivait vite. Alors apparemment, il était déjà gêné à l'échauffement. Ouais, c'est ça. Pour elle, il avait déjà, je retrouve ouais. Il n'avait pas une vraie douleur, mais il avait senti un inconfort. Voilà. Donc le problème, c'est, on en reparlera après un peu plus en détail, parce qu'il y a des choses qui peuvent, quand tu prends pas de décision, c'est compliqué. Après, on reviendra sur le statut de Neymar et tout. Mais effectivement, la première mi-temps, elle est pas facile. Toujours les mêmes défauts dans le jeu, dans la construction, le positionnement de Marquinhos, le déchet technique, le manque de mouvement. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Di Maria qui est pas en jambes. Voilà, c'est compliqué. Après, je vais juste faire une petite aparté pour revenir sur ce que j'avais dit aussi pendant le Final 8 sur la préparation athlétique. Et il y a les podcasts pour le prouver, donc c'est très bien. Mais j'avais dit que Paris était parti sur d'être prêt pour le Final 8 et qu'on pouvait le payer après. Parce qu'en fait, il y a eu toute cette période où les joueurs en fait, n'ont pas complètement coupé du foot mentalement. C'est-à-dire qu'on leur a dit, on arrête le championnat, il y a eu des recours, il y a eu des discussions, ils n'étaient pas réellement en vacances, ils devaient continuer à s'entretenir, on ne savait pas si ça allait finir. Et puis après, on a décidé de complètement arrêter. Mais on avait déjà la date des finales de Coupe de France qui arrivait très vite, entre guillemets, par rapport à la reprise du PSG. Ce qu'a dit un peu Mbappé dans son truc, alors, il fait une erreur. Sur le site du Paris Saint-Germain, il a dit « J'ai l'impression de continuer la dernière saison et d'être au 70-80e match plutôt que le début d'une saison au 7-8e match. » Voilà. Alors, il fait une erreur parce qu'en fait, non, tu ne peux pas dire que tu es au 60e match parce que malgré tout, tu n'as pas joué pendant 4 mois. Mais mentalement, effectivement, ça pose un problème de ne pas avoir coupé tout de suite, de dire « Bon, ben, c'est fini, stop, vous prenez un mois de vacances, vous coupez avec tout, on va reprendre tranquillement. » Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, il est que avec cette préparation justement pour le Final 8, où il fallait être prêt physiquement, etc., j'avais dit qu'on pouvait le payer après parce que s'il y a une vraie période de 6 semaines de préparation en début de saison, c'est qu'il y a une raison. Sinon, tout le monde reprendrait 15 jours avant et on repartirait directement en se disant c'est les matchs qui vont nous mettre dedans. Et en fait, tout ça accumulé, c'est aussi... Alors,
il y a le problème du staff de toute façon, puisque les blessures, c'est pas une nouveauté. Paris en a vécu beaucoup les autres années. Malgré tout, ce calendrier, cette préparation un peu tronquée, sans véritablement de foncier, ce qu'on appelle la préparation foncière, elle est en train de jouer là-dessus. Parce qu'on voit bien que Paris a des périodes où il y a du mouvement, c'est bien. Et puis après, pendant un match ou pendant une période de match, pendant 30 minutes, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de jambes. On a l'impression que les joueurs sont coupés, ils ne peuvent pas accélérer. Tout ça, ça fait partie de ça. Donc ça, c'est malgré tout une circonstance atténuante qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on le voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des blessés, qu'il y a beaucoup d'équipes qui... Manchester City contre l'OM, on peut dire qu'ils aient mis du rythme. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, il y aura d'autres choses à dire sur les circuits, en fait. Parce que même sans rythme, tu peux quand même avoir des choses qui doivent se mettre en place sur le terrain. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à la préparation, parce que j'ai relevé une déclaration de Layvin Kurzawa qui a fait plutôt un bon match, et on reviendra dessus tout à l'heure, où il expliquait justement qu'avec cette longue suspension en Ligue 1, où il a pris 6 matchs, il disait que, parce qu'on trouvait qu'il avait du coffre hier, c'est la question de journaliste de RMC Sport, et Layvin Kurzawa répondait, oui, j'ai pu travailler, je me suis fait en fait ma propre préparation en fait, pendant ce temps-là, je me sens bien tout simplement, et j'ai du coffre, et je vais continuer à travailler pour en avoir encore plus. Donc il est sur une pente ascendante. Parce que, en fait, comme il n'a pas joué, lui, il a eu le temps de faire 10 ou 15 jours de ce qu'on appelle de préparation athlétique pour pouvoir encaisser après le reste. Et du coup, ces 15 jours-là, lui, il va en bénéficier. Donc lui, il va être bien, en tout cas, au niveau des jambes, etc. Lui, il va être bien. Mais c'est à l'image de son match hier où il a été plutôt intéressant parce que quand ils font des bons matchs, on le dit, on ne tape jamais sur les joueurs gratuitement. Donc quand il fait un bon match, Layvin Kurzawa, on le dit. Et on reviendra tout à l'heure. Jean-Baptiste, toi sur le match, comment tu as trouvé la prestation des Parisiens? Alors voilà, Yacine l'a dit, et puis on l'a bien vu. C'était pas une grosse prestation des Parisiens. Hein. Ils ont fait le travail. Mais ils ont su marquer les 2 buts, notamment par Moïskine dans ce 4-4-2 là, avec 2 attaquants qui a été utile au PSG hier. J'ai envie de te dire que la seule chose à retenir, c'est la victoire et le résultat. Pour le reste, c'est compliqué. C'est à l'image de ce qu'on vit depuis le début de saison. Je suis d'accord avec Yacine. Hein. On a l'impression que ce groupe-là, il est psychologiquement rincé, que physiquement, il est exténué et qu'il n'a pas eu cette phase de récupération qui lui permettait de se relancer. C'est pas la seule équipe. Hein. Ce qu'on paye, c'est l'amateurisme du foot français. À un moment donné, il va falloir le dire. Les institutions, c'est n'importe quoi. Les finales qui se jouent juste avant le Final 8, la reprise avancée. Les Allemands étaient plus intelligents. Alors après, c'est aussi l'absence de public qui va jouer. Est-ce qu'on a encore l'impression de regarder du foot? Bon, ça, c'est le regard du spectateur qui commence à être lassé par ce qu'il voit. Et puis, pour le PSG, moi, j'ai l'impression qu'on a les querelles qui sont en dehors du terrain, qui se retrouvent aussi sur le terrain. Dans le dispositif tactique, j'ai l'impression que Tourelle prend un malin plaisir à défaire ce que Leonardo a fait comme recrutement. Alors, j'aime bien Marquinhos, hein, mais encore une fois, sa position, c'est pas celle-là. Je suis content d'avoir vu le petit Moïskine. Alors, ça permet de faire des jeux de mots assez faciles en disant que la lumière est venue de lui. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on est rassuré? Est-ce qu'on a la tête d'un prétendant pour une victoire en C1? Aujourd'hui, non. Est-ce qu'on est transcendant en plus en championnat? Pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on va vivre cette campagne de Ligue des Champions de manière très difficile. J'aimerais être hyper positif, mais non. Mais si tu l'es pas, il faut pas se forcer. Hein. Tu sais, dans le podcast, on dit ce qu'on pense, et donc c'est bien pour ça que. Je suis comme Neymar, je suis sorti sur blessure. Et avant de revenir sur les prestations individuelles, Mousse, est-ce que toi aussi, tu es aussi inquiet que JB par rapport au jeu proposé par le PSG? Tu te dis que cette année, alors qu'on sort quand même d'une finale avec des champions, ça va être compliqué. Bon, inquiet un petit peu, mais pas totalement, parce que hier, sur certaines phases, on a vu quand même des choses intéressantes. Très peu, mais on sait qu'ils sont capables. Hier, l'effectif du PSG, il est évidemment supérieur à celui de Başakşehir, mais il faut que les clubs français prennent exemple sur ce type de club. Là, je parle de Rennes, de Marseille, parce que quand tu vois l'effectif de Başakşehir, en vérité, c'est pas fou. Là, je peux vous donner la compo, hein, si vous voulez. Au goal, c'était Gounok, Raphaël, arrière droit, l'ancien de Lyon, Skrtel, l'ancien défenseur de Liverpool. Hein, ils aiment bien toujours avoir des anciens qui ont marché en Europe. Et pour Réanou en défense centrale, Bolibongi et Mbombo, et un milieu à 3 qui était plutôt intéressant hier, Topal, Oscan et Kavesi, et une attaque à 3 avec Visca qui a posé énormément de problèmes aux Parisiens, notamment en première période, Crivelli, qu'on connaît bien évidemment en Ligue 1 à Caen, et Tourou, que pour terminer l'attaque, Dembaba a été sur le banc. Ouais, je te relaisse la main. Voilà. Et donc, c'est quand même une équipe qui nous a posé des problèmes. Yacine l'a rappelé dans son papier. C'est pas normal
que cette équipe approche des 16 mètres. Il y a même des phases où ils ont travaillé tranquillement devant nos 16 mètres et que les défenseurs ne sortaient pas. Il n'y a pas eu le fameux contre-pressing. En tout cas, en première mi-temps, moi, je ne l'ai pas vu. En deuxième mi-temps, j'ai envie de te dire par intermittence. Mais voilà, oui, il n'y a pas d'idée de jeu, pas de. Le petit Keane, il a été intéressant devant parce qu'il y a eu du mouvement, il a bougé, il a porté un peu de profondeur, il a fait pas mal d'appels, même s'il n'a pas souvent été servi. Mais en tout cas, il a montré des choses intéressantes. J'ai trouvé Mbappé plutôt bon en deuxième mi-temps. Quand je dis bon, en fait, c'est parce que c'est à l'aune des matchs qu'on a vus de lui précédemment, en fait. Parce que quand tu regardes le match d'Mbappé dans sa globalité, sur 90 minutes, tu ne peux pas dire qu'il a été très très bon. Mais en deuxième mi-temps, en tout cas, il est quand même à l'origine des buts. C'est lui qui propose parce qu'avec l'absence de Neymar. Donc j'ai trouvé sa réaction plutôt bien. Donc on l'a souvent descendu Mbappé quand il fait n'importe quoi. Hier, je trouvais quand même avec la sortie de Neymar, on aurait pu penser qu'il allait essayer encore d'endosser le rôle du sauveur. Ça n'a pas été forcément le cas. Il a joué plutôt simple. Et pour le reste, Danilo va donner raison à Tuchel parce qu'il fait un bon match. Mais s'il fait un bon match, c'est parce que l'attaquant de Başakşehir, c'est pas un attaquant qui fait des appels et qui va jouer dans la profondeur. Donc, c'était plutôt, j'allais pas dire facile à gérer, mais bon, ça va, il a été plutôt tranquille. Il faudra voir contre les attaquants rapides de Leipzig. Écoute, comme l'a dit Jean-Baptiste, on va retenir le résultat. Après, on va détailler un peu ce qui en détail. Enfin, on va revenir en détail sur les individualités. Tant mieux, on revient dans la course. On est deuxième. Écoute, on va retenir ça. On parlera tout à l'heure du match de Marquinhos en numéro 6 et de Daniel Pereira, mais on en a beaucoup parlé lors du précédent podcast. On mettra ça plus sur la fin du podcast. Moi, je veux qu'on s'attarde quand même, Yacine, sur le match de Moïse Kean, qui était titularisé hier dans une attaque à deux avec Mbappé, un international italien, comme le disait Mousse, qui a beaucoup proposé, qui a servi de point d'appui, qui offre des appels, même s'il est rarement servi par son partenaire, qui privilégie souvent d'autres options. Mais on l'a vu même tenter d'impulser le pressing, des contrôles de balles des fois un peu problématiques. On peut dire aussi un manque d'inspiration, des fois balle au pied, mais de la tête, par contre, on s'est souvent plaint au PSG de ne pas avoir un joueur de tête. Hier, il a marqué le premier but sur un coup de boule d'un corner d'Mbappé. Et il a soulagé définitivement le PSG en inscrivant le deuxième but d'un vrai geste de buteur, le petit contrôle pour s'orienter à la reprise. C'est pas celui qui était peut-être le plus attendu hier soir, mais il a sorti une belle épine du pied au PSG, Yacine. Et il rendra des services au PSG cette année. Oui, parce que en fait, déjà Tourelle, on avait parlé en disant dans la conférence de presse après le match de championnat, c'est un joueur qui est mieux à deux. Alors, il a rapproché Mbappé, en tout cas au départ, de Moïse Kean, puisque Neymar a démarré à gauche avec Di Maria à droite. Effectivement, dans ses déplacements, on sent que c'est un joueur qui est très mobile. Alors, il n'est pas encore prêt, lui non plus, mais en tout cas, il a des jambes. En première mi-temps, il n'a pas été servi et on a vu quand même une ou deux fois que ça l'agaçait. Il a été plus servi en deuxième mi-temps. Maintenant, c'est vrai qu'il apporte quelque chose de différent d'Icardi. Ça permet d'avoir un joueur qui est beaucoup plus mobile, qui travaille aussi défensivement. Alors, est-ce qu'il le fera toute l'année ou est-ce que c'est parce qu'au début, il a besoin de prouver? C'est toujours la même chose. Mais en tout cas, là, il le fait. Ouais. Là, je voulais juste te poser une question, Yacine. Est-ce que Kean, c'est pas le bon mix entre Cavani et Icardi? En tout cas, dans son profil, oui. Il peut apporter un peu des deux. Alors, il n'a pas marqué beaucoup Everton, mais en tout cas, quand il avait démarré à la Juve, on voyait qu'il était plutôt à droite devant le but. Et hier, son geste, c'est un geste d'attaquant. C'est aussi un joueur qui peut dépanner sur le côté. À un moment donné, en deuxième mi-temps, quand il y a eu un peu le réajustement 4-3-3, il a commencé par jouer à droite. Après, il est revenu se recentrer. Enfin, ça se cherchait un peu, mais en tout cas, il peut proposer beaucoup de choses. Et surtout, dans le même match. Ça veut dire que quand tu as Icardi, tu le mets en neuf. Si à un moment donné, il n'est pas bien ou si tu réajustes ton équipe, soit tu le laisses en neuf, soit tu le sors. Moïse Kean, tu peux justement te dire, il est là en neuf, on passe en 4-3-3, je peux le mettre côté droit. Il sait faire, il sait déborder, il a la percussion, techniquement, alors c'est pas un extraterrestre, il n'est pas mauvais, donc il peut éliminer. Donc ça te donne quand même des possibilités au départ, mais ça te donne des possibilités aussi pendant le match. Et ça, c'est hyper intéressant dans son profil. Parce qu'on a vu aussi qu'avec la rentrée de Rafinha, tout de suite, quand ça joue un peu, il est aussi important. Alors, je pense qu'il a un défaut, c'est qu'il il est plutôt costaud, donc il devrait être capable de bien garder les ballons.
Je pense qu'aujourd'hui, il a un peu de mal à conserver le ballon pour aider le bloc à sortir, parce qu'il est plus dans l'envie de finir, en fait. Est-ce que c'est un défaut de son profil de jeu ou est-ce qu'aujourd'hui, il a envie de montrer qu'il est capable de finir, de marquer? Je ne sais pas. Je pense qu'il peut apporter un peu plus, en fait, dans ce jeu combiné, en fait, dos au jeu. Voilà. Après, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que vraiment, et quand on voit la rentrée de Sarabia, d'ailleurs, qui n'a pas encore été très bon, il va amener quelque chose Ouais. ouais, voilà, dans tout ce que tu peux changer sur le terrain. C'est vrai que JB, de la présence dans la surface, aussi on a souvent parlé au PSG, ça manquait de présence vraiment d'un joueur de tête. Hier, il a marqué des points aussi. Depuis son petit bilan de début de saison, il a joué 4 matchs, 297 minutes jouées, 4 buts, 36% de tirs convertis. Est-ce que pour toi, il peut passer devant Icardi dans la hiérarchie par rapport à son profil ou alors, est-ce que ça dépend du système? Quand c'est en 4-3-3, dans les gros matchs, peut-être qu'il n'y aura ni Icardi ni Moïskine. Peut-être Di Maria, Mbappé, Neymar. Ou alors, dans un 4-4-2 comme ça, c'est vraiment le joueur qu'il faut à côté d'Mbappé. Moi, je pense que l'avantage, c'est que ça élargit la palette. Il ne sera pas titulaire tout le temps, il sera en concurrence avec Icardi, mais c'est surtout un autre profil. Ça peut permettre de s'adapter à d'autres types d'équipes et on aura une plus grande latitude. Moi, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'ai aimé hier, c'est que ça a permis, avec la sortie de Neymar, de voir une autre facette d'Mbappé et de le voir en train de progresser. Il a eu des déclarations à la suite du match qui sont assez intéressantes. Il disait qu'il doit évoluer, qu'il a pris conscience chaque jour de ce qu'il devait faire et qu'il devait progresser et être notamment moins égoïste. Est-ce qu'on n'aurait pas ici une prise de conscience? Alors, je ne dis pas que Moïskine va changer la donne au PSG, il ne sera jamais devant Mbappé. Par contre, le profil qu'il a fait que Mbappé ne se retrouve pas finalement en neuf. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à mettre à sa place. Et donc, derrière, ça va amener Mbappé à finalement rester dans ce qu'il sait faire, à peut-être élargir aussi son spectre. Aujourd'hui, c'est l'un des joueurs qui a donné le plus de passes décisives. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu hier, que la connexion entre les deux fonctionne relativement bien. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'avait pas ça avec Cavani. Je crois que c'est même un euphémisme. Cavani, c'était Casper, il était devant et puis il n'y avait personne pour le servir. Avec Icardi, c'est bien, mais Icardi, quand physiquement il n'est pas là, c'est compliqué. Et puis, c'est un style de jeu très particulier. Là, on a un bon mix. Ça peut courir, ça peut emmener une défense. Et c'est plutôt complémentaire. Après, il faut voir ce que ça va donner si Neymar reste absent pendant très longtemps. A priori, ce n'est pas le cas. Mais hier, c'était plutôt intéressant. C'est une palette en plus. Reste à Tourelle à savoir s'en servir. Hier, ça a été le cas. En tout cas, sur la deuxième mi-temps. Il faut voir pour la suite. Mousse, de cette attaque à deux, toi, tu l'as trouvé comment parce que tu le disais, et moi je le pense aussi, Mbappé, il a fait plutôt un bon match hier. Il peut finir à 2-3 passes D, si Sarabia et Di Maria ne croquent pas les passes qu'il leur fait. Il a été le plus dangereux par ses accélérations, il a été remuant, même dès la première minute. C'est lui qui lance la rencontre avec son rush côté gauche. C'est lui qui a tiré le corner. D'habitude, c'est plutôt Di Maria, mais là, c'était peut-être pour un droitier, donc voilà, il l'a tiré, il a fait une passe d'ess. Il est aussi impliqué sur le deuxième but. Bon, il rate un peu son contrôle, ce qui profite à Keane. Et il a été remuant en tout cas hier et il a montré le Mbappé qu'on aime sur ce genre de match. Voilà. Il a fait du Mbappé, il a été remuant, mais il a délivré la passe, il a joué, il a été altruiste. Donc là, tu me lances sur Mbappé, pas Keane, on est d'accord. Non, Mbappé là. Après, tu pourras parler. C'est plus tu peux englober l'attaque à deux. Tu peux parler des Alors, encore une fois, en première mi-temps, je pense aussi que les joueurs, il y a eu un moment de flottement après la sortie de Neymar. Je pense qu'ils ont ressenti une certaine pression. C'est leur leader technique. C'était le seul créateur, même si Di Maria peut avoir ce rôle-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense aussi que la première mi-temps, elle est liée à ça. La sortie de Mbappé. Neymar. La sortie de Neymar, pardon. Par contre, à la 26e minute, donc après une première douleur, le Brésilien il s'était fait soigner, strapper à la cuisse gauche. Puis ensuite, il a essayé de rejouer, mais il a vite jeté l'éponge, il a demandé les changements et il est parti au vestiaire. Voilà. D'ailleurs, le flottement, on le sent bien à ce moment-là. Au moment où il est sur la touche, parce que ça dure quand même longtemps. Il se teste, après il demande un bandage, etc. Et on sent déjà que au niveau du jeu, c'est pas les mecs sont un peu perdus. Et je pense que c'est pour ça que ça a donné cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est beaucoup mieux. Encore une fois, il a joué un peu plus simple. Il a été altruiste. C'est lui qui fait des passes décisives. C'est lui qui déclenche tout. Sur Keane, moi, je pense que Keane, ça peut vraiment être, en cas de départ l'été prochain d'Mbappé, ça peut être aussi une solution. Moi, je dis pas que ça sera le remplaçant naturel d'Mbappé. Mais au vu de sa jeunesse, de son talent, je pense qu'il est fait pour jouer dans cette équipe
Je pense que Keane, il va s'adapter. Et tout à l'heure, tu posais la question à JB, quid d'Icardi. Et moi, j'en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je vous avais dit que pour moi, si Keane continue comme ça à travailler, à être sérieux, parce que même lui, hier, c'était quand même un des rares à faire un peu de contre-pressing. Hein. C'est-à-dire qu'il était là, il essayait de gêner les relances d'Estambouliote. Donc moi, je trouve que ça peut être une bonne chose si on arrive à le garder, parce qu'il y a toujours un flou autour de cette fameuse option d'achat. Mais moi, je trouve que hier, il a fait un super match. Il joue 90 minutes. C'est intéressant de le souligner. Yacine, tout à l'heure, tu disais qu'il était peut-être pas trop en jambes. Moi, je trouve que quand même ça va, parce que jusqu'au bout, il a quand même pressé un peu. Donc, moi, hier, l'attaque, elle m'a plu, mais je parle vraiment de la deuxième mi-temps. Quant à Icardi, et j'en termine là, moi, je pense vraiment que sa place de titulaire est en danger pour deux choses. Selon ce que tu disais tout à l'heure, JB ou Hugo, je ne sais plus, selon le schéma qu'utilisera dans les matchs Thomas Tuchel, s'il joue en 4-4-2, il mettra forcément Verratti au milieu quand il reviendra. Marquinhos jouera sans doute au côté. Donc ensuite, je pense que Keane, il apporte plus qu'Icardi. Et dans un 4-3-3, je pense que ni l'un ni l'autre joueront. Donc moi, je pense qu'Icardi a réussi à se faire. Ouais, vas-y Yacine. Vas-y. Juste pour finir sur Mbappé, il y a deux choses. La première, pourquoi je me bats souvent contre les chiffres? Parce que finalement, hier, là, on lui compte 2 passes décisives. Mais déjà, c'est un corner. Et l'autre, c'est un contrôle raté. Donc, oui, ça compte. Un corner, ça compte quand même. ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'un corner, tu le mets dans une zone. Après, ça tombe sur Keane. Si c'est Marquinhos qui. Non, mais c'est ça. Non. Tu le tires pour faire une passe d'ess, tu ne tires pas pour. Non, mais moi, j'ai toujours été contre. En fait, pour moi, un corner, ça peut pas être une passe décisive. Tu le tires bien. Les mecs coupent bien. Si tu as un bon joueur de tête, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, il est bien tiré. C'est pas ça que je veux dire. C'est que les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Si tu peux compter tous les corners. À l'époque où Valdo était au PSG. Négatif, oui. Non. Mais non, mais regarde. Valdo. C'est bon. Non, mais regarde. À l'époque où Valdo était au PSG, les coups francs et les corners, ça comptait pas comme des passes décisives. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque, Valdo il aurait fini avec 32 passes décisives. Non, mais bah oui. Donc, oui, non, mais d'accord. Mais moi, je te le dis avec les montants, je te parle de mon football. non, mais justement, pour moi, le corner, il est bien tiré. Qu'on le compte dans une passe décisive. Bon, voilà, bref. En tout cas, l'autre, c'est un contrôle raté. Et pourtant, hier, pour moi, il fait un bon match. En tout cas, une bonne deuxième mi-temps. Donc, ouais. On ne peut pas s'arrêter qu'aux chiffres. Parce que quand on dit il n'est pas bon, on nous ramène à ses stats. Bah, justement, Yacine, j'ai 2 stats pour illustrer un peu Mbappé. Mbappé, c'était RMC Sport qui le sortait hier, sur le fait qu'il marquait plus beaucoup en ce moment. Il est sur une série de 26 tirs sans marquer. Donc sur ces 26 tirs, il y en a 13 tirs cadrés, 7 tirs contrés et 7 tirs non cadrés. Et il disait que ça commençait à devenir un peu long, cette période de disette de marquer en Ligue des Champions, je parle évidemment. Voilà, et je pense que son discours d'après-match, alors premièrement, il confirme ce qu'on dit nous. Je suis désolé, mais toutes les défauts qu'il nomme, en fait, qu'il doit améliorer, c'est ce qu'on dit. Donc on doit pas se tromper de beaucoup quand même. Et la deuxième chose, c'est que, est-ce que justement, son comportement d'hier, c'est pas par rapport à tout ça, ça veut dire que à force de lui répéter qu'il marque plus depuis 5, 6, 7 matchs en Ligue des Champions, il a peut-être compris qu'il fallait pas, pour se remettre en confiance, il ne faut pas toujours chercher à marquer. Parce que c'est là que tu déjoues. Hier, il a été collectif, donc ça va le remettre dans le jeu, en confiance, qu'il faut arrêter avec que les chiffres, et ça va lui permettre de revenir. Parce que quand tu cherches que à marquer, je l'ai déjà dit plein de fois ici, hein, quand tu veux être dans les chiffres parce qu'on est en train de te répéter « Ah, tu n'as pas marqué depuis 3 matchs, tu n'as pas marqué depuis 4 matchs », en fait, tu fais des mauvais choix. Tu forces une frappe, tu vas chercher à éliminer alors qu'il y a moyen de faire autre chose. Et donc, il ne faut jamais déjouer. Il faut toujours respecter le jeu. Voilà. Et c'est, pour moi, hier, ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça que c'est important. Mousse, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Hugo. C'était intéressant quand tu disais que tu regardais, toi, le match avec c'est une question générationnelle. Voilà, mais c'est intéressant parce que Mbappé, c'est pareil, en fait, Yacine. C'est oui. Ça que je veux dire. C'est-à-dire que lui, et tu as raison, il faut qu'il s'enlève ça de la tête. Tu seras pas forcément le meilleur joueur du monde qu'au vu de tes statistiques. Il y a des joueurs qui n'ont pas de stats et pourtant on les regarde avec des yeux incroyables. Je pense aux meilleures années de Verratti, par exemple. Verratti, ce n'est pas un joueur de stats. Et pourtant, dans les plus belles années du milieu Mota, Matuidi, Verratti, on encensait ce milieu
dans toute l'Europe. On parlait en particulier aussi de Verratti. Pourtant, Verratti, peut-être tu vas le retrouver dans les stats de l'avant-dernière passe, beaucoup, mais tu ne trouveras pas beaucoup peut-être de passes décisives. Bon, les buts, j'en parle même pas. Et en fait, il faut qu'Mbappé il arrive à s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire que lui, il joue pour les stats en pensant que c'est les stats qui l'emmènera vers des trophées individuels, parce que à chaque fois que Ronaldo et Messi ont eu le Ballon d'Or, à chaque fois, c'est des années où ils ont eu des stats stratosphériques. Et je pense qu'Mbappé a un blocage avec ça. Et pour lui, s'il ne marque pas et il ne fait pas de passe décisive, peut-être qu'il considère que c'est un mauvais match. Mais moi, je m'en fous qu'il n'ait pas de stats. Si dans le match, il apporte, par sa qualité, sa vitesse, sa percussion, et qu'il arrive à donner quelques passes décisives, mais nous, on sera super contents. Et c'est pas ça qui l'empêchera d'avoir un Ballon d'Or. Évidemment, il faut qu'il ait des buts, etc. Et il en marquera, parce que c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Mais il faut qu'il enlève ce côté statistique de la tête, qu'il se libère de ça. Et je suis sûr qu'il jouera beaucoup mieux. Et ça se trouve, ça lui apportera encore plus, en fait. Verratti, je viens de regarder, hein, c'est 320 matchs depuis 2012, 9 buts. Voilà. Pour redonner le bilan de Marco Verratti avec le PSG. Et pour Mbappé en Ligue des Champions, son bilan avec le PSG, c'est pour 28 matchs, 13 buts et 15 passes décisives. Donc voilà, il n'a pas un bilan non plus ridicule. Voilà, c'est sûr. JB sur le débat Mbappé. Bah, moi, ce que j'ai vu hier, c'était justement pas un buteur, mais un attaquant, et j'ai vu un joueur. Et ça pose aussi une autre question, c'est ce que Yacine soulevait, c'est la faiblesse du sens qu'on donne aux statistiques dans le foot. On compare à la NBA, par exemple, comme on est sur un sport avec énormément de marques, on va regarder d'autres statistiques associées. En foot, tu regardes une chose, c'est le but. Tu regardes le but, tu regardes la dernière passe, et finalement, ça a peu de sens. Et c'est exactement ce que disait aussi Mousse. C'est-à-dire que tu vois un Verratti, par exemple, si on était en NBA, on verrait tout son apport dans le jeu. On verrait sa capacité à créer de l'action, à créer des points lorsqu'il est sur le terrain et lorsqu'il est sollicité. Il y a ce type de stats en NBA. Ce que j'ai vu hier, c'était avec Mbappé ce type de match-là, c'est-à-dire un match de joueur et pas un match de gars qui se dit alors là, il faut que je marque un but, quitte à ce que je sois pitoyable pendant 85 minutes. On n'a pas vu un Pipo Inzaghi hier. Et ça, c'est mieux. Ce qu'on a vu hier, c'est quelqu'un qui a essayé de faire jouer les autres. Et je pense qu'il progressera par là. J'ai envie de dire qu'il me fait penser un peu à Karim Benzema dans certains cas. C'est-à-dire qu'on voit une palette de son jeu qui est différente. Et je pense que c'est là où il aurait intérêt justement à progresser. Parce qu'il ne pourra pas marquer avec le type de jeu qui est le sien 50 buts par saison. Il n'aura jamais l'équipe autour. Ou alors, il faudra qu'il soit vraiment très très efficace. Et on a vu qu'en neuf, ce n'est pas le cas. Donc ça reste un extraterrestre. Ça reste un très bon joueur. En tout cas un très bon attaquant, mais ça sera surtout un très bon joueur le jour où il aura compris qu'en faisant briller les autres, il brillera davantage. Rappelons, c'est toujours utile, rappelons toujours dans le débat Mbappé n'a que 21 ans. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose sur ce que Jean-Baptiste, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on a l'impression qu'il a une seule palette de jeu, il mise beaucoup sur sa vitesse et sa qualité de dribble. Et évidemment, je ne lui souhaite pas, mais ce genre de joueur, lorsqu'il a une grosse blessure, si tu ne diversifies pas ta palette, après une blessure grave, tu ne retrouveras jamais ni ta vélocité, ni ta rapide, ou en tout cas, tu mettras du temps. Donc, l'exemple de Benzema, il est bon, parce que Benzema, il a une palette assez large. Aujourd'hui, à son âge, il peut jouer à plusieurs postes, il peut jouer même en 10, pratiquement. Et Mbappé, aujourd'hui, il compte que sur une seule qualité principale. Donc, ce serait bien qu'il travaille aussi d'autres choses, et pour atteindre le niveau, parce que pour moi, Karim Benzema, aujourd'hui, chez les attaquants français, pour moi, il est au-dessus, mais largement. Quoi. Ah oui, largement, quoi, vraiment. Même s'il y a eu la petite polémique sur Vinicius, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a dit Benzema à la mi-temps, tout le monde l'a critiqué, mais en fait, pour moi, ça, c'est un vrai champion. C'est un mec qui déteste la défaite, et c'est un mec qui veut surtout gagner. Alors évidemment que sur le coup, évidemment que ça ne se fait pas. Mais pour moi, c'est d'abord sa volonté de gagner que je souligne. Et il remarque que son partenaire, il n'est pas dans un bon jour. Bon, peut-être qu'il aurait dû en parler à Zizou pour le sortir, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a rien de choquant. Donc voilà, c'est une part. Et la question, tu peux le retourner autrement, c'est ce que beaucoup pensaient sur Twitter, c'est aussi le fait qu'il y ait une caméra à ce moment-là. Voilà, ça, c'est des discussions que tu as souvent pendant la mi-temps. Tu es énervé, tu as fait une première mi-temps compliquée, tu n'es pas content d'un coéquipier, et puis à la fin, en plus, il y a un deuxième plan. On voit Benzema venir parler à Vinicius au bord du terrain avant de reprendre la deuxième période. Bon, il n'a peut-être pas parlé avec les mêmes mots qu'il a dit à Ferland Mendy, mais
au moins il est venu parler, je pense, pour résoudre le problème. On a été complet sur le match de Kylian Mbappé, donc il a fait un bon match, 2 passes décisives pour lui hier. Parlons maintenant de Lemine Kurzawa, si vous voulez bien, parce qu'il est quand même, on le voit pas beaucoup en Ligue 1, comme il est suspendu en ce moment. On l'a vu en Ligue des Champions la semaine dernière contre Manchester, où ça a été compliqué. Il a eu affaire à l'ami Marcus Rashford, où il a eu un peu de mal. Là, hier, il a fait plutôt un bon match. Il était très en forme, on en parle en début de podcast avec Yacine. Peut-être même le meilleur parisien en première période. Il s'est monté plutôt entreprenant, une belle présence dans les combinaisons avec Mbappé et Di Maria. Il a su jaillir dans les pieds adverses quand il le fallait. Un peu moins en vue après la pause, mais parce qu'il a même un dégagement raté là en pleine surface qui aurait pu coûter cher. Il est remplacé par Baker à la 87e. Mais en tout cas, sur ce qu'il a fait hier, il a été plutôt intéressant, Yacine. En tout cas, comme on disait, dans le coffre. Et ce qu'il a apporté dans les phases offensives. En fait, moi, ce que j'ai aimé du match de Kurzawa, malgré tout, hier, en fait, c'est le comportement. C'est-à-dire qu'il a été moins foufou que d'habitude. Il a été il a été plus sérieux, en fait. Défensivement, il n'a pas fait des trucs, des dingueries comme il fait des fois dans son positionnement, etc. Et effectivement, peut-être que le fait de se sentir en forme, ça aide. Parce qu'on sait très bien, même les joueurs techniques, si tu es bien physiquement, automatiquement, tu es bien techniquement. Donc, c'est bien. Après, désolé les amis, j'ai reçu un coup de fil. Pardon. Ouais, t'inquiète, on sait. Quand ton écran est coupé, on sait que c'est parce que tu as un coup de fil. Tu es sur ton téléphone, t'inquiète pas. C'est sur le téléphone, pardon. Vas-y, Yass. Après, voilà, encore une fois, le truc, c'est qu'on est obligé de dire qu'en face, c'était que Basak Seyir. Maintenant, en tout cas, il a été. Moi, je préfère, en fait, je préfère ce Kurzawa-là qui tente moins de choses, qui se prend moins pour un attaquant, à venir tout le temps très haut dans la surface, etc., pour avoir des stats. Un joueur sérieux, voilà, qui a été dans le duel aussi, parce que les Turcs, au début, ils sont rentrés dedans. Ouais. Agressivité, etc. Voilà. Ont répondu aux défis physiques. Et en plus, il avait, malgré tout, le joueur le plus dangereux sur son côté. Et Vitka. Voilà. Donc, écoute, il a fait un bon match, il a été sérieux. Moi, je préfère ce Kurzawa-là. Voilà, sérieux, qui montre peut-être moins de qualité offensive, mais qui est plus cohérent dans un collectif que celui qui va tout le temps aller vers l'avant pour aller finir, etc. Il a été quand même présent offensivement parce qu'il a failli faire une passe D pour Di Maria. Oui, mais il a moins. T'as vu, souvent, il finit des actions dans la surface presque comme un avant-centre. Oui. Là, hier, j'ai trouvé assez haut quand même hier. Il était souvent d'abord de la surface. Mais dans son couloir. Oui, dans son couloir. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce que souvent, on le voit venir finir à l'intérieur, presque comme un attaquant, mais c'est pas sa position. Là, il a apporté, mais en restant cohérent par rapport au collectif. En plus, au début, tu avais Mbappé et Moïse Ekin qui jouaient dans l'axe, et tu avais Neymar qui rentrait. Donc, il respectait bien ce qu'il devait faire, en fait. JB, quand même, comme on sait que l'ami Juan Bernat est blessé encore pour de longs mois, c'est bien de voir ce genre de prestation de Kurzawa pour se dire qu'à gauche, au moins, peut-être qu'on sera tranquille avec Baker qui fait ses matchs en Ligue 1 en ce moment. On a un fan club maintenant composé de Mousse et de Nicolas Puravo. Et on en a parlé d'ailleurs dans le précédent podcast où il avait fait un bon match contre Dijon. Et si Kurzawa revient à un bon niveau, on le disait aussi par rapport à sa préparation, où il a pu vraiment s'entretenir physiquement, c'est quand même intéressant, surtout qu'on s'est souvent plaint des latéraux au PSG. Là, en tout cas, hier, il a fait un bon match, Kurzawa. Ce qui est intéressant, c'est de le voir finalement au-delà de ce qu'il faisait d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le dépassement de fonction, il respecte le cadre, il est sérieux. Et finalement, c'est ce qu'on lui demande. Peut-être qu'il a enfin compris que son objectif, c'est pas de réaliser son rêve de gosse au moment où il était attaquant, parce qu'il a été formé pour ça au départ. Et après, il est redescendu. Peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'avec les suspensions, peut-être aussi avec la peur qu'il a eue là, à la fin de l'année dernière, peut-être qu'il a avancé. Et on a tout intérêt à avoir justement ces latéraux-là, sachant qu'on l'a quand même re-signé. Voilà. Bon. Il vaut mieux avoir ce Kurzawa-là qu'un une sorte de sous-Jordan Amavi, quoi. Ah bah, oui, vu comme ça, oui, c'est sûr. Mais après, alors, Jordan Amavi, il fait une bonne saison pour l'instant avec Marseille. Oui, non, mais évidemment, je taquine. Mais moi, c'est vrai que je préfère Kurzawa comme ça parce que c'est ce qu'on attendait de lui quand il a signé au PSG. C'est-à-dire qu'on attendait d'avoir un latéral qui soit offensif, mais aussi capable de faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire bloquer son couloir. Et aujourd'hui, c'est bien de voir ces matchs-là parce que ça prouve qu'il est capable. Et il ne faut pas oublier que quand il est venu chez nous, c'était pour franchir un cap et c'était celui qui devait normalement le mener à devenir titulaire, en tout cas
un appel récurrent au niveau international. Pour l'instant, il n'a pas converti. Donc, espérons pour nous que ça aille plus loin. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il est un peu foufou. Il est complètement... Mais c'est un joueur que j'aime bien. Il est complètement imprévisible, ce joueur. Il est capable de te faire des gestes incroyables. Mais j'aimerais qu'il défende. Ouais. Mousse, je te voyais faire une tête bizarre quand j'ai dit que Jordan Amavi était un des meilleurs Marseillais en ce moment. Ce qui est vrai, hein. C'est une vérité. Si tu regardes l'ensemble des matchs, Amavi, c'est un des meilleurs du côté Marseillais en ce moment, du début de saison. En tout cas. Bon, bref, on va pas faire un débrief des Marseillais. Mais est-ce qu'on peut retrouver Kurzawa de Kurzawa qu'on connaît, Mousse, des premières, enfin en tout cas du début de son parcours au PSG et de Monaco, avec une bonne préparation et avec l'enchaînement des matchs, peut-être là, parce qu'il a eu une longue suspension, on le rappelle, qui fait qu'il a eu le temps de recharger les batteries. Déjà, c'est une bonne chose d'avoir mis à profit sa suspension pour compléter sa préparation. Ça aurait été cool qu'il emmène Di Maria avec lui, parce qu'il semblerait que lui, il n'ait pas passé son temps à faire une préparation, vu le peu de physique qu'il a. Moi, je pense qu'il y a aussi une chose pour Kurzawa. Je pense que quand à l'annonce de la blessure de Bernat, forcément, il s'est dit j'ai mon rôle à jouer. Ensuite, il y a eu la suspension. Et pendant la suspension, Baker a beaucoup joué. Et Baker s'améliore de match en match. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans son esprit. Parce que se faire passer devant par un jeune de 20 ans, quand tu as l'expérience de Kurzawa, j'imagine que ça doit être un peu vexant, sans manquer de respect à Baker. Mais je pense que c'est surtout ça. Tu as quasiment la saison à jouer. Parce que Bernat, je pense que ça va être très très compliqué, même s'il revient. Je sais pas, je parle sous contrôle de Yacine, mais ça serait quoi? Ça serait avril. Même si c'est mars, de toute façon, le temps de revenir physiquement et tout. C'est ça. Quand il récupère du rythme, en gros, Kurzawa, s'il déconne pas, il peut être titulaire jusqu'à la fin de saison. Une fois qu'il aura fini de purger ses 6 matchs. Et je pense que vraiment la concurrence de Baker, c'est ça aussi qui a dû le motiver pour faire cette préparation et pour être un peu plus sérieux sur le terrain. Tant mieux pour nous si on a deux latérales gauche, on va dire, qui sont impliqués, qui sont sérieux dans le travail. Voilà. Ouais. Pardon? Tu as dit de latéraux. De latéraux, pardon. Oh là là, je suis désolé. Non, t'inquiète. Tu viens de te réveiller. Non, je me suis levé tôt et j'ai pas beaucoup dormi comme vous me direz, mais en fait, je vous raconte ma vie. Hein. C'est le dernier jour aujourd'hui. Donc, une fois que ce podcast est fini, je pense que je serai dehors jusqu'à 21h. Voilà, je vais essayer de profiter de ma dernière journée pour régler pas mal de choses. Mais non, je suis content. Et puis, on voit quand même dans l'attitude de Kurzawa que ce n'est pas le Kurzawa de l'année dernière. C'est de bon augure, en espérant que le reste de l'effectif suive. Parce que certains, et on parlera de Di Maria peut-être, et je pense que lui, c'est surtout dû à un manque d'enchaînement de matchs. Et je pense qu'à son âge, ça commence à être un peu plus difficile. On parlera peut-être du Maria si vous voulez. Je n'avais pas prévu au conduct, mais si vous le voulez. Mais on va déjà évoquer, je pense que c'est important, le match de Danilo Pereira, le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain, et de Marquinhos en 6. Commençons avec Danilo Pereira en défense. Donc, comme Tourelle l'a répété, pour lui, il l'a dit en conférence d'après-match, Danilo Pereira est un défenseur. Donc, tous ses précédents entraîneurs doivent être des pipes ou des mecs qui n'ont pas eu de diplôme. Notamment le sélectionneur portugais qui l'a aligné comme ça et avec qui il a gagné l'Euro 2016. Mais bon, voilà, je m'arrêterai là. Danilo Pereira, hier, dans les chiffres, 7 ballons récupérés, 10 dégagements défensifs, 0 faute commise. Yacine, il a fait plutôt un match cohérent. Il a été bon défensivement. Alors certes, il n'avait pas de joueur de profondeur ou qui attaquait l'espace ou qui était fort physique, enfin, on va dire, qui prenait de vitesse, qui pouvait le prendre de vitesse. Mais il a été sérieux, appliqué. De toute façon, Danilo Pereira, lui, il fait son job, même qu'il soit en défense ou au milieu. Voilà, il ne discute pas les choix de Tourelle, mais il a fait son match hier. Ouais, mais si on reprend le podcast de la semaine dernière, j'avais dit que c'était s'il y avait un match. Yacine le voyant. Hein. Non, mais s'il y avait un match où ça devait lui correspondre, c'était celui-là, puisque l'attaquant qu'il avait en face de lui, c'était l'attaquant qui va mettre dans les duels, qui va peser, mais qui ne va pas prendre la profondeur. Donc, si tu devais le faire jouer un match défenseur central, effectivement, c'était celui qui correspondait le plus. Bah, on a vu. Voilà, dans les duels, il a mangé Crivelli, il n'y a pas de problème. Maintenant, malgré tout, on a réclamé, entre guillemets, le départ de Thiago Silva pour ne pas jouer trop bas. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, il y a quand même une ligne défensive qui était assez basse à un moment. Sinon, tu ne te fais pas transpercer comme tu t'es fait transpercer. Il y a des temps de match où entre la défense et le milieu, il y avait déjà un écart. Alors, le milieu et l'attaque, j'en parle pas.
c'est pas possible que contre Başakşehir, qui est une bonne équipe, qui a essayé de jouer, mais quand même pas un cadre européen, de venir aussi souvent dans ta surface. Et le problème, c'est que Danilo Pereira, il sait très bien que dans la gestion de la profondeur, il ne peut pas. Alors, quand Visca, et je pense qu'ils en avaient peur aussi, prenait la profondeur, du coup, il fallait reculer. Donc, on est retombé dans ce qu'on avait vu avec Thiago Silva, une équipe qui recule. Et le problème, c'est que Kimpembe, c'est pareil, parce qu'en fait, il est obligé de s'aligner. Parce que si lui avance et que l'autre recule, tu remets tout le monde en jeu. Bah oui. Donc, pour moi, alors j'ai appris quelque chose hier, que Danilo Pereira était un défenseur. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que Thomas Tuchel, il a dit pour moi, pour nous. Alors, j'aimerais savoir c'est qui le nous. Et puis surtout, il a dit ceux qui sont en gros, enfin, entre guillemets pas contents, prenez un diplôme et puis allez-y, faites jouer où vous mais voulez. moi, j'attends que ça. Diplôme, etc. Ouais. Moi, j'ai un diplôme et j'attends que ça. Ah oui, Yacine, il est là, il est chaud. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, bon, voilà. Après l'avantage, c'est que effectivement, tu as un mec qui, tu sens que, en plus, il arrive au PSG, tu sens qu'il ne va pas te dire c'est pas mon poste, qu'il ne va pas faire la gueule, il va faire le job. Bon, voilà, contre Başakşehir, ça passe. Maintenant, contre une équipe qui va prendre la profondeur, attaquer, mettre du mouvement, etc., ou t'aspirer un peu pour partir dans ton dos, je demande à voir. JB, tu peux parler en même temps du mode Danilo Pereira, hein, mais je vais englober avec Marquinhos, qui lui donc était placé devant la défense, qui est pour Thomas Tuchel un milieu de terrain, qui a été très décevant. Hein. Tuchel aime l'avoir au cœur du jeu, apparemment il bonifie les autres. Mais bon, le Brésilien il a montré des carences dans la qualité technique que réclame ce poste, hein, comme si on ne le savait pas. Des pertes de balles dès le début de match, tout au long de la rencontre, une prestation globale plutôt inquiétante, moi je trouve. On se demande encore comment Tourelle va pouvoir défendre Marquis à ce poste-là, parce qu'avec ce qu'il a fait hier, alors apparemment en plus c'était d'après ce que Tourelle disait, il mettait Marquinhos pour effectuer le contre-pressing, donc sortir dans les pieds des milieux de terrain et chercher très haut les joueurs. Hier, on ne l'a pas vu du tout. Bah, écoute, j'ai envie de te dire que Thomas Tuchel va mourir avec ses idées. Hein. Ça fait 1 an qu'il nous impose ça. Ça fait 1 an que ça ne change pas. Ça fait 1 an que tout le monde a vu que dès qu'il doit avancer vers l'avant, dès que la passe doit se faire dans la profondeur, eh ben, il n'est pas capable de la faire. Que dès qu'en face, il y a un vrai pressing, qu'il y a de la densité, bah, il prend l'eau. Moi, je le préfère nettement en défense centrale. Je pense qu'à un moment donné, ça va lui poser souci, notamment en sélection. Et peut-être que ça va se jouer aussi là. Peut-être qu'il y aura une grande discussion. Maintenant, Marquis est gentil. Marquis est devenu un leader. C'est bien, c'est formidable. Mais il va peut-être aussi falloir que les joueurs jouent véritablement à leur poste. Danilo Pereira, il est sympathique. Hein. Ça marche en Ligue 1. Ça marche contre une équipe de trentenaires avec Crivelli. Enfin, je ne sais pas si on se rappelle. Enfin, Crivelli. C'est pas Morata, quoi. C'est pas n'importe quel joueur d'un top 10 européen. C'est un joueur de Başakşehir. C'est-à-dire quand tu regardes le line-up de Başakşehir, sans vouloir être vexant, normalement, n'importe quelle équipe française est capable au moins d'aller chercher le match nul. Mais n'importe quelle équipe française, au contraire. Ouais, non, j'exagère. C'est intéressant non, mais ce que tu dis, JB, parce que c'est vrai qu'au moins, eux, ils ont proposé du jeu par rapport à ce qu'on a vu de Rennes hier contre Séville, ou Marseille contre City, ou même Marseille la semaine dernière contre l'Olympiakos. Moi, j'ai vu plus de choses de la part de Başakşehir. Hein. Alors, moi, si je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Tant que la Ligue 1 ne comprendra pas que c'est par le jeu qu'on remplit les stades, c'est par le jeu qu'on génère des abonnements, c'est par le jeu et par les buts, et si tu perds 5-3, bah, tu auras des gens devant ton écran. Parce que si tu fais des 0-0 tout pourris en ayant zéro ambition, bah, les gens ne s'abonneront pas. Et le problème, c'est pas simplement Mediapro. Voilà. C'est aussi l'absence complète d'ambition. C'est à un moment donné, ce qu'on attendait aussi de Tourelle, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que ça enchante les gens. Pourquoi, par exemple, je reviens sur la NBA ou pourquoi les sports américains fonctionnent autant? C'est parce que derrière, il y a du spectacle. Ça, en France, on est bloqué par le résultat et on oublie une chose, c'est qu'en face, ça joue. Et qu'en face, ça prend des risques. Tu vois le match de United face à Leipzig. Ok, tu as un 5-0. Si tu es supporter de Leipzig, tu es dégoûté. Mais si tu es un spectateur lambda qui ne prend pas parti, tu as vu 5 buts. Tu as vu un match qui allait à 200 à l'heure. Même Leipzig, hein, ils ont eu des situations, ils ont eu des occasions. Ouais, voilà. Et à la limite, ce qui est bien avec Başakşehir, c'est que ça tente de jouer. Ce que tu vois Rennes, tu vois Marseille, tu dis mais c'est pas possible, on a des internationaux dans cette équipe quand même. Alors certes en pré-retraite, hein, je pense à Dimitri Popiet, etc. Mais c'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi que on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on veut remplir les stades? Est-ce qu'on veut mourir avec nos idées? Et c'est pareil avec Danilo Pereira. Ce sera très bien pour la Ligue 1, on sera champion, super. Avec le budget qu'on a, même avec 100 millions de pertes, on sera champion. Mais c'est pas ça qu'on veut. Yacine, avant que je vienne vers Mousse, c'est interagir. Vas-y. Juste deux choses. La première, c'est Leipzig 5-0. Alors,
crois-moi que quand tu es supporter de Leipzig, justement, parce que les Allemands ont une autre vision du foot, tu n'es pas dégoûté. C'est-à-dire que tu es dégoûté de la défaite. En fait, le score, tu le comprends parce que Leipzig prend 4 buts dans le dernier quart d'heure. Parce qu'ils sont allés chercher quelque chose. En France, on t'aurait dit, ah non, mais 2-0, faut pas prendre 5-0, c'est la honte, donc c'est pas grave, on tente plus rien. Voilà. Mais C'est juste, on va exactement ça. rester Je suis pas complètement plus d'accord que avec toi, 2-0. Yacine. Et ça, c'est une énorme différence de mentalité. Ouais. Parce qu'en fait, tu obliges aussi l'entraîneur à jamais tenter. En se disant, si je tente et je prends 4 buts, on va me tomber dessus. Donc c'est pas grave, tu sais quoi, je vais C'est rajouter un René milieu Girard. défensif. C'est On va René rester à Girard, 2-0. c'est Genesio, quoi. Voilà. C'est... Et la dernière chose, c'est que Marquinhos, moi j'ai un petit doute sur le fait qu'il accepte aujourd'hui, parce que sa déclaration après le match de championnat de samedi, elle est quand même assez explicite sur le fait que c'est un choix du coach, mais mon poste, c'est défenseur central. Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi le match d'hier, il est peut-être pas si anodin. Alors, il y a peut-être son côté athlétique et tout, mais peut-être qu'il commence aussi à lui en avoir marre de jouer à ce poste-là. Parce que la Seleção, ça va être une vraie question. Hein. Il ne sera pas milieu défensif en Ah non, Seleção. c'est Hein. clair. Non. Mousse, sur le match de Marquinhos et de Danilo Pereira, comment tu as trouvé les deux par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Juste avant, pour parler des matchs, des petites équipes, on avait aussi l'équipe norvégienne face à Liverpool qui s'est Midtjylland. Voilà. On a vu aussi l'équipe de Salzbourg qui a fait un bon match. On a vu Atalanta-Ajax. Voilà, je peux vous en citer plein où les mecs ont joué, ont essayé de chercher quelque chose. Bon, chez nous, c'est un peu différent. Il faut surtout d'abord ne pas perdre. On joue d'abord pour ne pas perdre. Puis après, advienne que pourra. Tu as des équipes comme Leeds qui jouent pour gagner, qui se disent si on prend 5 buts, on en met 6, ça nous va. Bah, moi, je préfère cette mentalité-là. Bref, passons. Sur Marquinhos, franchement, aucune plus-value apportée à ce poste. D'autant plus qu'avec lui, c'était Herrera. Herrera. Alors peut-être qu'avec Verratti, ça aurait été peut-être un peu mieux, parce que si tu réussis à lui passer le ballon, il peut y avoir un mouvement vers l'avant. Le problème avec Marquinhos, et en plus, hier, c'était que Başakşehir. Donc logiquement, il aurait pu s'en sortir face à Başakşehir. C'est-à-dire, même si on l'a dit, hein, c'est une bonne équipe, hein, Başakşehir. Mais une fois que tu as le ballon dans les pieds, tu ne sais pas quoi en faire, tu paniques. Et quand les milieux adverses te pressent, tu paniques, donc tu fais des pertes de balles ou tu es obligé de la remettre derrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Et que Tuchel ne le voit pas, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, en fait. Quand il répète à longueur d'interview qu'il est exceptionnel au milieu, si c'est pas du foutage de gueule, c'est quoi? Moi, je dis pas qu'on ne peut pas dire que Thomas Tuchel soit un mauvais coach. C'est pas vrai. Il a prouvé, il a fait des très belles choses ailleurs. Et même avec le PSG, les 6 premiers mois, honnêtement, c'était très, très bien. Moi, je pense que tout découle de la relation qu'il a eue avec ses différents directeurs sportifs. Ça a commencé avec Antero Henrique, ça se poursuit avec comment il s'appelle, Leonardo. Et je pense évidemment que ça influe sur ses choix, sur ses compositions. Tu veux un défenseur central. On n'a pas pu en faire un pour différentes raisons. On te prend un vrai milieu défensif parce qu'on considère quand même qu'on a une des meilleures charnières centrales d'Europe. Marquinhos, Kimpembe. C'est une charnière qui joue haut, qui n'a pas peur de défendre en avançant, etc. Je ne vais pas rappeler les qualités de cette charnière. Et malgré tout, tu t'entêtes. On te ramène un 6, tu le mets derrière. Tout le monde. Moi, je veux bien que nous, on ne soit pas diplômés, on ne soit pas coach, etc. Mais je suis désolé. Je pense que tous les médias, tous les spécialistes en parlent. Moi, je n'ai pas vu un spécialiste dire que c'est une très bonne idée que Marquinhos joue au milieu. Si c'était le cas, comme l'ont dit Jean-Baptiste et Yacine, Marquinhos avec la Seleção, il joue au milieu de terrain. Il ne jouerait pas à défenseur central. Danilo, pareil, que ce soit avec Porto ou l'équipe nationale. Donc il y a un vrai problème. Quant à Danilo, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment qu'avec une attaque avec Rivelli, c'était plutôt bien. Je trouve quand même qu'en défense centrale, il a fait un bon match. Il joue beaucoup dans l'anticipation. C'est un gars sérieux, Danilo. Et comme l'a dit Yacine, il ne fera pas de vagues. C'est pas lui rendre service, c'est pas nous rendre service. Donc écoute, on va voir comment ça va se passer. Mais si Tuchel reste, malheureusement, ça va être comme ça jusqu'au bout. Je te lance, Yacine, mais je vous donne juste la déclaration quand même pour venir compléter vos propos de Thomas Tuchel une nouvelle fois sur ses choix tactiques avec Danilo en défense et Marquis en 6. Alors Tuchel a répondu, c'était au micro de Loïc Tanzi de RMC Sport. J'ai déjà expliqué pourquoi ce choix. Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos. Et c'est un élément que je vais rajouter dans le débat. Il dit l'année dernière, il a joué comme ça et on a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Si vous avez vu nos matchs au Portugal dans le Final 8, vous comprenez pourquoi il joue comme ça.
c'est possible aussi de voir Danilo attaquant et Rafinha au milieu de terrain de façon, et là il parlait de façon ironique. On a beaucoup de possibilités. Pour moi, Danilo est un défenseur plus qu'un milieu. Mais c'est vrai, Yacine, hier, et voilà, ça me le rappelle par cette déclaration, il disait on a fait comme on a fait finale de Ligue des Champions en jouant avec Marquinhos en 6. Et donc pour lui, ça justifie le fait de continuer à le mettre à ce poste-là. Bien, mais tu vois, c'est ça le problème. Et en plus de ça, je rappelle juste c'est 3 milieux de terrain et c'est encore différent. Le problème, en fait, je vais juste faire un peu de technique, on va dire. Le problème de Marquinhos, c'est que être défenseur central avec le ballon, il sait faire plein de choses. Il a une très bonne passe longue, il sait relancer, il sait même trouver des passes qui font mal. Sauf que quand tu es au milieu, il y a une densité qui est différente. Donc, tu as 2 fois moins de temps pour faire ce que tu réalisais derrière avec 2 fois plus de temps. Et c'est pas pour rien que vous regarderez les matchs. Souvent, Marquinhos met le ballon latéralement ou vers l'arrière parce qu'il est mal orienté. Parce que la position de milieu de terrain, il y a une orientation du corps à avoir qui n'est pas la même quand on a le jeu devant soi ou quand on est au cœur du jeu. Et c'est pour ça que c'est un problème. Et aujourd'hui, Marquinhos, en fait, on n'a pas le temps de le faire travailler ça. Donc, il n'apportera pas ce qu'on attend. Et moi, je veux bien qu'on m'explique que le contre-pressing, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marquinhos, il ne te sert que quand tu n'as pas le ballon. Donc, quand tu as le ballon, tu as déjà un joueur en moins. C'est pas possible de penser le football comme ça. Rappelez-vous, Thiago Motta, il joue en marchant. Mais son intelligence de déplacement sur 1 mètre, 2 mètres, lui permettait de tout le temps être orienté. Et comme l'a dit Mousse, évidemment qu'en plus, avec Verratti, il s'entendait très bien. Donc, en fait, sur une passe, quand il était dos au jeu, il trouvait Verratti. Il se réorientait, Verratti leur donnait et il se retrouvait face au jeu. Mais ça, c'est des choses que tu apprends dans ta formation. Si tout le monde pouvait jouer à tous les postes, ça se saurait. Donc, à un moment donné, la trouvaille de. Et franchement, et c'est une mode en ce moment, parce que Camara avec l'OM, c'est pareil. Et Camara fait des bons matchs en Ligue 1 en 6, mais dès qu'il se retrouve en Ligue des Champions, là où il y a de la densité, là où on vient de chercher, etc., il est aussi en difficulté. Parce que pendant 10 ans de formation, il a joué 10 mètres derrière avec le jeu face à lui. Et là, tu te retrouves à devoir t'orienter rapidement sur une touche, à avoir déjà vu, parce qu'il y a un mec qui vient. C'est pas le même poste. Donc, il faut arrêter cette idée-là. Maintenant, de toute façon, on l'a compris, il l'a redit. Oui, il est parti pour dire Marquinhos, c'est mon 6. J'ai envie de dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça veut dire que tant qu'il sera là, ce sera comme ça. Et ce sera ma dernière question. JB, est-ce que tu penses qu'avec le genre de prestation qu'a fait Marquinhos, ça peut remettre en question le choix de Tourelle? Ou alors, avec ce qu'il dit encore hier, on est condamné à avoir Marquinhos en numéro 6 et Danilo qui a été recruté pour être sentinelle en défense centrale? Moi, en dehors du positionnement des joueurs, je me demande véritablement à quoi joue Tourelle. Soit il pense véritablement que ça peut fonctionner, que dans les matchs à très haute altitude, ça peut passer, ce dont clairement on doute tous, et on l'a vu. Soit ça fait partie des éléments sur lesquels il insiste, en espérant se faire lourder avant la fin de la saison. Mais ça, j'y crois pas non plus, parce que ça voudrait dire pour le PSG payer des indemnités. Maintenant, je trouve que la communication de Tourelle pose beaucoup de questions. Je pense que Leonardo, en tout cas une partie du club, va avoir énormément de difficultés avec lui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un forcené retranché sur son banc, qui fait ce qu'il veut, qui a décidé de faire ce qu'il veut, et je le vois de moins en moins comme un salarié du club, mais plus comme un protecteur de ses propres intérêts. Après, je peux me tromper. Donc tu penses que toi, il chercherait à se faire. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts, en disant qu'il faisait aussi des choix peut-être pour dire Leonardo, c'est choix et je fais ce que je veux, et s'ils sont pas contents, ils sont quand même licenciés. T'es pas dans un club de seconde zone en division 2 ou en division 1 où t'as pas de médias, t'es dans un des plus grands clubs européens, t'es avec l'ancien vice-champion d'Europe, t'as quand même 2 stars internationales avec toi, et tu vois tous les observateurs, et encore, faut lire la presse anglaise, faut voir comment ils nous démontent. Aujourd'hui, le PSG fait pas forcément peur, et t'as l'impression que le jeu ne progresse pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend? S'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu les pertes qu'on a eues, est-ce qu'on aurait encore Tourelle sur le banc? Est-ce que lui a encore envie de rester? Est-ce qu'on n'est pas finalement au bout d'un cycle? Moi, je pense qu'on est là, sauf que le bout du cycle, il arrive trop tôt. Et je pense qu'on va devoir traîner ça jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'on n'aura pas à trancher au moment où la décision va se faire, c'est-à-dire en février, si tant est qu'on puisse continuer encore à jouer. Yacine, dans ta boule de voyant, avant de venir vers Mousse, tu as dit hier, j'ai vu dans un tweet que tu voyais Thomas Tuchel partir pendant la prochaine trêve internationale. Ouais, mais c'est mon avis, j'ai pas d'infos. C'est mon avis parce qu'en fait, je pense qu'il y a trop de choses qui s'accumulent. Et
dans une année en plus compliquée financièrement, en fait, tu ne peux pas te permettre de sortir en phase de poule de la Ligue des Champions. Tu ne peux pas te permettre de foutre en l'air une saison sur des querelles de collégiens. Donc, en fait, je pense qu'on est arrivé au bout. Alors, il paraît que Leonardo n'était pas au match hier pour raison personnelle. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui me font penser qu'on arrive au bout du truc. Sa conférence de presse d'après-match hier, ses réponses aux questions, elles sont lunaires. C'est-à-dire que l'histoire des diplômes, la mauvaise foi, rajouter que pour lui, Danilo, c'est un défenseur central, alors qu'il nous explique que ça dépanne qu'en ce moment. Mais là, il est en train de te dire, en fait, personne ne l'avait jamais vu. Moi, je vous le dis, c'est un défenseur central. Attends, c'est trop. Donc, moi, perso, je pense que c'est fini. Mousse sur je voulais dire deux choses. D'abord, je voulais aussi souligner le fait que Leonardo n'était pas là hier soir. Alors, raison personnelle, peut-être qu'il a été testé positif, ils ont pas communiqué dessus, c'est possible. Mais c'est possible aussi que, étant donné qu'il n'y a aucun rapport entre les, entre les deux hommes, c'est possible qu'il se dise, finalement, si c'est pour encore voir me faire humilier en remettant Danilo en défense centrale, alors que moi, je me suis cassé la tête pour recruter un milieu défensif, à quoi ça sert que j'aille apporter mon soutien, vu qu'on me dénigre, on ne m'écoute pas. Et la deuxième chose, c'est qu'en finalement, les dirigeants qataris ont été peu inspirés de lever la troisième année d'option de Thomas Tuchel. En vérité, c'est une grave erreur. Parce que quand tu vois le timing, le moment à laquelle il la lève, il me semble que c'est déjà après la déroute face à Manchester. Mais comment tu peux lever une option d'achat après avoir vécu cette déroute-là? Ça veut dire que sans cette option d'achat, il était en fin de contrat, l'ami Tuchel, après le Final 8. Et là, la question ne se posait pas, en fait. Tu pouvais déjà préparer en amont le nouvel entraîneur, parce que tu savais qu'il y avait une fin de contrat. Donc, ça permettait à Allegri d'aller prendre ses cours de français, d'étudier l'effectif, de voir quel mercato il aurait pu faire, etc., etc. Or là, on a maintenu un coach qui a perdu au parc dans des conditions incroyables, après avoir gagné à Manchester 15 jours avant. Et l'erreur, elle est là, en fait. C'est encore la mauvaise gestion des dirigeants avec un coach. Je rappelle qu'avec Ancelotti, très mal géré parce qu'il a voulu partir, parce que trop de pression et beaucoup d'impatience. Laurent Blanc, tu lui files un pont d'or avant de le licencier, et toi, que ça te coûte plus de 20 millions d'euros. Il y a Guerre Kounaï Emery qui a été au bout de son contrat, et finalement, voilà, il a fait le job, mais bon, on a vécu sous le mandat Emery la pire humiliation de l'histoire du foot. Et on passe à Tuchel, à qui on donne une troisième année d'option, alors que tu te fais sortir lamentablement face à une équipe B de Manchester. Donc pour moi, l'erreur, elle vient de là. Et moi, je suis un peu d'accord avec Yacine. C'est pas une info, c'est un ressenti. Je l'avais déjà dit, je m'étais trompé à la première trêve. Mais là, honnêtement, les messages qu'il envoie à sa direction, enfin voilà, t'as gagné, c'est bien. Mais tu ne peux pas continuer avec ce niveau de jeu, à bricoler avec des joueurs, etc. Moi, je trouve qu'il faut prendre une décision et que ça vaut le coup quand même de payer ces 10 millions et de passer à autre chose. Voilà. JB, tu veux conclure? Je te voyais acquiescer du regard. Oui, allez. Ouais, moi aussi, ce que j'ai simplement envie de dire, c'est on est dans une période suffisamment compliquée pour ne pas avoir à se prendre la tête avec un entraîneur qui boude sur son banc et qui fait n'importe quoi. Espérons qu'on ait un sourire qui arrive du parc et avec cette équipe, parce qu'on a vraiment de quoi rêver, et j'espère vraiment que cette année nous permettra d'avancer. Avec Tourelle, sans Tourelle, honnêtement, j'en ai rien à faire. Il ne restera pas dans l'histoire du club, sauf parce que son nom aura été associé à l'équipe qui nous aura emmené en finale de Ligue des Champions dans un contexte particulier. Ce qu'on veut, c'est que cette équipe avance et qu'elle donne du bonheur aux gens, c'est tout. Yacine, pour conclure. Ouais, un chiffre, parce qu'il y a toujours les amoureux des chiffres. Donc, pour info, Tuchel et Emery ont joué le même nombre de matchs sur le banc du PSG. Ils ont gagné le même nombre de matchs, mais Tuchel en a perdu plus. Comme quoi, tu vois, les impressions, des fois. Ouais. Voilà. Et la dernière chose, juste un petit mot, parce que tout à l'heure, au début, juste vite fait, parce que. Non, pas à toi, dis à Mousse. Voilà. Après, je voulais qu'on parle de Di Maria, parce que, ok, il est en manque de rythme par rapport à sa suspension. Mais je pense que Di Maria, il passe entre les gouttes par rapport à des moments clés, c'est-à-dire son but contre Naples, tu vois, des trucs comme ça. Mais Di Maria va quand même falloir se poser la question, parce que
Alors, quand il n'y a pas Neymar, on l'a vu, hein, l'année dernière, il a fait très bon match contre le Real, par exemple, mais c'est un faible Real, parce que si on le dit pour Gay, on ne peut pas ne pas le dire pour Di Maria, je suis désolé. Et Di Maria, souvent dans les gros matchs, il n'est pas forcément présent. Et son but contre Naples, si vous vous rappelez, c'était un match important, il sauve son match parce que pendant 89 minutes, il est dégueulasse. Je suis pas d'accord. Si, contre Naples. Manchester. Quand tu dis il est pas bon dans les grands matchs. Non, regardez bien. Regarde le match aller contre Manchester. Ouais, 1 sur 2. Non, mais en fait, c'est pareil que Mbappé. Vous pouvez pas me dire Mbappé au match retour contre Manchester, il est pas bon, et me dire que Di Maria, il est bon à l'aller et au match retour. Vous voulez qu'on parle du match de Di Maria? Yacine, attends, détends-toi, Yacine, calme-toi. Mais non, vous pouvez pas dire. Attends, non, mais t'as parlé, je peux parler de ça n'a rien à voir. Franchement, Yacine, moi, je veux bien que tu sois pointu, etc. Non. Mais que tu nous dises là que Di Maria, il n'est souvent pas bon dans les grands matchs. Mais attends, je finis. Il y a être super bon, et je suis peut-être d'accord avec toi, il n'a pas toujours été super bon, il n'a pas toujours fait des matchs comme en 2017 face à Barcelone, mais tu ne peux pas non plus dire que dans les grands matchs, il y a Manchester chez eux, il y a le 4-0 au Parc contre Barcelone, il est magistral, il a déjà fait aussi des matchs à l'extérieur qui étaient bons, mais ce n'est pas le pire, c'est pas lui que j'aurais ciblé pour dire ce que tu viens de dire. Bon, ça, c'était une petite aparté, et moi, avant de finir, juste dire que, encore une fois, je tire mon chapeau à Navas, qui nous a encore sauvés, qui a fait un super match. Et comme je pense aussi un peu comme Yacine qui a dit dans son papier, je suis un peu inquiet pour Sarabia. On n'arrive pas à retrouver son niveau. Et si Neymar, la blessure dure, je ne sais pas s'il va pouvoir. Voilà, c'est un peu inquiétant. J'espère qu'il va vite retrouver son niveau. Et Florenzi, un petit mot aussi sur lui. Je trouvais qu'il a du mal à finir les matchs ces derniers temps. J'espère que c'est dû à la préparation, etc., qu'il va monter en puissance. Mais c'est vrai que la fin de match, quand il le sort, il est complètement cramé. Et je crois que c'est à la 70e qu'il sort, hein, c'est ça, hein, aux alentours de la 70e ou plus tard? Non, c'est ça, mais Florenzi, il a du mal à enchaîner parce qu'en plus, il joue en équipe d'Italie. Bah ouais, mais ça a déjà souvent été son problème, les enchaînements de matchs. Donc, Bon, en tout cas, ouais. Je rends la parole. Yacine, est-ce que tu veux aller? Je te laisse, si tu as un dernier mot à dire. Tu vas être négatif. Non. Moi, je voulais juste dire que sur Di Maria, c'est pas une critique. J'attends pas. Moi, j'attends autre chose de Di Maria parce que il y a beaucoup de matchs où je pense que en fait, on est attiré par Mbappé, Neymar parce que c'est les leaders, parce que c'est eux dont on parle le plus. Et je pense qu'on oublie souvent de parler de Di Maria. Un peu comme si finalement on n'en attendait pas plus. Bon, on est quand même satisfait de ce qu'il fait. Moi, je suis désolé, Di Maria, j'en attends autre chose. Et il a montré qu'il était capable de faire des très bons matchs, mais il passe régulièrement, enfin pas régulièrement, mais un match sur 2, il manque quelque chose. Et hier. Est-ce que tu ne parles pas depuis l'arrivée d'Mbappé et de Neymar? Parce qu'avant Neymar et Mbappé. Ça va faire un autre pas, les gars. On va pas avoir forcément le temps. On en parle un peu si vous voulez. Mais... Non, mais vite fait. Oui, mais ça en fait partie. S'il a du mal à exister quand il y a les deux, c'est qu'il y a quand même un problème. Et collectif, alors c'est pas que Di Maria. C'est peut-être aussi l'animation collective de tout ça. Un podcast spécial Di Maria. Ouais, voilà. Les gars, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne reste plus qu'une journée pour sortir. Moi, je dois aller chez le coiffeur là avant que ça ferme. Et puis, chacun, je sais qu'on a tous nos trucs aussi prévus dans la journée. Mais voilà, on a fait une bonne heure sur le match. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait. Prochain match pour le Paris Saint-Germain contre Nantes, samedi à 21h, un déplacement à la Méno. Et puis, le prochain match, ça sera en Ligue des Champions la semaine prochaine, mercredi prochain. Déplacement, encore une fois, à Leipzig, en Allemagne. Donc voilà, on débriefera évidemment tout ça dans le podcast Hors-Jeu Capital. Je voulais vous remercier. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Merci de m'avoir invité, les gars. Avec plaisir, et tu reviens nous voir évidemment quand tu veux. Merci Mousse, merci Yacine. Encore une fois, c'était très complet. Et puis on vous dit au prochain podcast. Bonne journée à tous et surtout, faites attention à vous. Soyez prudents. Ciao.